Alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit et que les conséquences en France continuent de se faire ressentir, aujourd'hui, on va analyser factuellement comment tout ça peut se répercuter. La France va-t-elle s'enfoncer dans une crise économique à cause de la guerre? Et est-ce que la guerre augmente réellement le risque d'attentats sur le territoire? Vous le savez maintenant, depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran qui a débuté le 28 février, l'Iran bombarde les pays du Golfe qu'il considère comme alliés des États-Unis et restera aussi massivement le passage de tout navire dans le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique pour le commerce mondial de pétrole. Depuis, le prix de l'essence a fortement augmenté en France rien que pour le gazole. Il a atteint la semaine dernière les 2,19 € le litre du jamais vu depuis que les relevés officiels existent et donc depuis 1985. Mais cette hausse de prix, elle touche aussi les autres carburants. D'ailleurs, cette semaine, environ une station sur 10 en France était en rupture d'au moins un des principaux carburants selon l'AFP. Dans ce contexte, le gouvernement n'envisage toujours pas de mesures massives comme une baisse des taxes pour les particuliers et affirme manquer de moyens. Mais le gouvernement a mis en place certaines aides ciblées à hauteur de 69 millions d'euros pour aider les agriculteurs, les transporteurs ou encore les pêcheurs. Mais elles sont jugées insuffisantes par de nombreux professionnels. En tout cas, selon la ministre déléguée à l'énergie Meubregon, il n'y a pour l'heure, je cite, aucun risque de rupture d'approvisionnement en carburant dans les stations-service françaises. Et elle affirme notamment qu'un manque d'approvisionnement temporaire, comme on peut le voir aujourd'hui, ne signifie pas qu'il s'agit d'une crise durable. Ces constats, ils concernent donc la situation pour le mois de mars. Mais attention, Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie affirme aujourd'hui, je cite, que le mois d'avril sera bien pire que mars. En fait, il souligne notamment que certaines cargaisons avaient pu être livrées en mars malgré le conflit car les pétroliers avaient justement tout de même pris la mer avant le début de la guerre. Mais pour le citer une dernière fois, Fatih Birol explique donc désormais que la perte de pétrole en avril sera 2 fois supérieure à celle de mars et à cela s'ajoute aussi le gaz naturel et d'autres matières premières. Selon lui, mais aussi de nombreux autres experts. Cela se traduira donc par l'inflation, donc une hausse générale des prix qui pourrait freiner la croissance économique de nombreux pays. Dans ce contexte, ce sont notamment les pays les plus pauvres, notamment ceux d'Asie qui exportaient massivement du pétrole venu des pays du Golfe qui vont être les plus touchés. On peut penser aux Philippines, au Bangladesh ou encore à la Thaïlande qui ont déjà commencé à rationner leur essence. Mais alors, qu'en est-il de la France? Eh bien aujourd'hui, très concrètement, la Banque de France qui veille à ce que l'économie française fonctionne correctement envisage 3 scénarios. Le premier, le plus favorable, il se base sur une hausse temporaire des prix avec une résolution de la guerre relativement rapide. Dans ce scénario, le PIB français, donc la richesse que la France est capable de produire en un an, n'est plus estimé à une croissance de 1% mais de 0,9% et l'inflation accélérerait de 1,7% en 2026 contre 1,3% en 2025. Donc ici, on a un scénario dans lequel la France est tout de même impactée mais de manière assez limitée. Concernant les 2 autres scénarios, ils sont donc plus pessimistes. Ils prévoient un blocage prolongé du détroit d'Ormuz avec une guerre qui dure au moins 3 mois. On va pas revenir sur toutes les données, mais dans le pire des scénarios évoqués aujourd'hui, l'inflation atteint 3,3% en 2026 et la croissance serait alors de 0,3% cette année et de 0,4% en 2027 avant de commencer à remonter en 2028. En gros, pour faire très simple, plus le conflit dure, plus le prix du pétrole augmente et plus ça aura des effets négatifs pour l'économie française, mais aussi l'économie mondiale. Et c'est aussi important de le noter, mais la France n'entre en récession dans aucun scénario de la Banque de France. Donc, elle ne connaît ni chômage massif ou encore de faillite en chaîne qui accompagne généralement une crise économique. Dans les scénarios actuels, la France produit donc moins de richesses mais continue de se développer. Maintenant, tout ça, ça ne se fait pas par magie pour limiter l'inflation. Les banques jouent notamment sur les taux d'intérêt et aujourd'hui, les taux d'intérêt de la France sont au plus haut depuis 2011. Ça signifie que la France paye davantage pour se financer et ça se répercute directement sur les crédits immobiliers et sur les crédits aux entreprises. Résultat, tout ça a aussi des effets sur le pouvoir d'achat. Comme il faut rembourser plus, il y a moins d'argent disponible à la fin du mois pour le reste des dépenses. Et pour finir sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient en France, est-ce que cela peut avoir des conséquences sur notre sécurité? Eh bien, depuis le début de la guerre, les autorités françaises ont appelé à une vigilance renforcée face à un risque terroriste avec par exemple davantage de soldats à déployer dans les lieux publics comme les gares, les aéroports ou encore les sites touristiques. Ce vendredi matin, le procureur national antiterroriste a notamment déclaré sur France Info qu'au total, 8 procédures pour terrorisme d'État sont actuellement ouvertes par le parquet national antiterroriste. 5 d'entre elles sont liées à la Russie et à l'Algérie et les 3 autres sont liées à l'Iran. Alors, ça veut pas dire que ces États ont déjà commis plusieurs attentats sur le sol français, mais donc plutôt que la justice enquête actuellement sur des projets ou des préparatifs qui leur seraient directement liés. Toujours selon le procureur, l'Iran ciblerait notamment, je cite, une part de la communauté française qui va symboliser ce que sont leurs ennemis pour eux et notamment la communauté israélite. Sur ce point,
On peut aussi penser aux intérêts états-uniens en France. Samedi dernier, un attentat visant la Bank of America à Paris a pu être déjoué. Selon les premiers éléments de l'enquête, des mineurs auraient été recrutés via les réseaux sociaux pour quelques centaines d'euros afin de déposer une bombe devant la banque. Pour l'instant, tous contestent avoir eu la moindre intention terroriste, mais selon les experts, une multiplication de ce type d'attentats est à redouter tant que le conflit durera. L'objectif serait notamment via ces attentats de chercher à exercer une pression sur les gouvernements et les pousser à demander une fin du conflit en Iran. On continuera évidemment de suivre tout ça et je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour. Merci Sam et bonjour à tous. On commence avec un point sur la guerre au Moyen-Orient. Les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Qatar demandent à l'ONU l'autorisation d'utiliser la force pour sécuriser le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le pétrole mondial mais qui est bloqué depuis un mois par l'Iran. Son blocage a déjà provoqué une hausse des prix de l'énergie et des tensions économiques à l'échelle mondiale. On en parlait juste avant dans la une. Mais cette demande ne fait pas l'unanimité. La France, la Russie et la Chine s'y opposent, redoutant une escalade militaire dans une région déjà sous haute tension avec le risque d'un embrasement plus large. Face à ces désaccords, les discussions se poursuivent à l'ONU pour trouver un compromis et à noter qu'en parallèle, plus de 40 pays dont le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne ont annoncé la création d'une coalition internationale pour sécuriser le détroit une fois la guerre terminée. L'objectif, garantir la circulation des navires et de stabiliser les marchés alors que la moindre perturbation dans cette zone peut provoquer une hausse immédiate des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Deuxième actu, l'eurodéputé LFI Rima Hassan qui était en garde à vue ce jeudi va être jugé le 7 juillet prochain pour apologie du terrorisme commis en ligne. Justice reproche à l'élu une publication datant du 26 mars dernier sur son compte X qui faisait référence à Kozo Okamoto, un membre de l'armée rouge japonaise reconnu responsable du massacre de 26 passagers à l'aéroport international de Ben Gourion en Israël en 1972. Son tweet a depuis été supprimé. Rima Hassan, engagée pour la cause palestinienne, critique vivement Israël qu'elle qualifie de terroriste. Elle a participé à des traversées vers la bande de Gaza contre le blocus israélien et a été brièvement détenue par Israël en octobre. Suite à cette garde à vue, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé, je cite, une police politique et l'eurodéputé LFI, Manon Aubry a dénoncé un harcèlement judiciaire envers Rima Hassan qui a déjà été entendu par la police pour apologie du terrorisme en 2024. À noter que Rima Hassan a de nouveau été convoquée ce vendredi matin à la police judiciaire de Paris, plus précisément par la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Ça n'a rien à voir avec sa garde à vue d'hier selon une source proche du dossier cité par l'AFP. Troisième actu, un projet de loi de lutte contre le séparatisme avec de nouvelles dispositions pour dissoudre certaines structures a été annoncé ce vendredi par le ministre de l'Intérieur Laurent Nugez. Ce texte viendra compléter la loi sur les principes et valeurs de la République adoptée en 2021. Le séparatisme désigne ici des pratiques ou des mouvements qui cherchent à s'organiser en dehors des lois et des valeurs de la République plutôt que de les respecter. Concrètement, le projet de loi prévoit plusieurs mesures pour atteindre des structures qui échappent encore à l'action publique, notamment dans l'accueil collectif des mineurs, donc les lieux qui accueillent des enfants en dehors de l'école. Laurent Nugez veut aussi mieux encadrer les contenus destinés aux jeunes en donnant à l'État des moyens juridiques pour interdire certaines publications jugées discriminatoires ou radicales. Le texte a été transmis au Conseil d'État, donc la plus haute juridiction en France et doit être présenté en Conseil des ministres d'ici la fin du mois d'avril. Il n'y a pas eu de réaction pour le moment. Quatrième actu, le parquet national antiterroriste ne se penchera pas sur l'affaire Cédric Prison malgré la demande du Haut Conseil à l'égalité. Cédric Prison est un ancien policier de 42 ans qui est soupçonné d'avoir tué son ex-conjointe puis sa compagne actuelle au Portugal la semaine dernière. Il a été interpellé le 25 mars avec ses deux enfants âgés de 12 ans et 18 mois. Depuis, Cédric Prison est en détention. Dans son communiqué publié ce jeudi, le Haut Conseil à l'égalité demandait l'intervention du parquet national antiterroriste pour alerter sur le caractère idéologique des féminicides et de la menace que représente le masculinisme. Le masculinisme, c'est un mouvement réactionnaire qui s'appuie sur l'idée que les hommes souffrent à cause des femmes et des féministes car la société serait trop féminisée et que les femmes y prendraient trop de place. C'est la définition de la sociologue Mélissa Blais. Il s'agit de l'une des formes modernes de l'antiféminisme. D'ailleurs, l'organisme estimait que Cédric Prison s'inscrivait notamment dans des réseaux et des discours proches du mouvement des droits des PAR. Un mouvement qui accuse notamment les femmes d'être, je cite, responsables des injustices subies par les hommes, en particulier en matière de garde d'enfants. Cette demande d'intervention du parquet national antiterroriste faisait suite à une pétition lancée par l'association Move Enfants qui réclamait également sa saisie et avait recueilli plus de 10 000 signatures. Cinquième actu, Ibrahim Traoré, chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, a appelé ses compatriotes à, je cite, oublier la démocratie au cours d'une interview diffusée à la télévision nationale. Ce militaire est arrivé au pouvoir en septembre 2022 par un coup d'État, le dit en 18 mois. La transition politique enclenchée après le premier coup d'État survenu en janvier 2022 devait donc s'achever en juillet 2024 par des élections.
Mais la junte militaire actuelle a signé une charte qui lui permet de rester à la tête du pays 5 ans plus à compter de juillet 2024 et autorise également le capitaine Ibrahim Traoré à se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales prévues à la fin de ces 5 années. Le régime militaire a également dissous en octobre 2025 la Commission électorale nationale indépendante qui est chargée de superviser et d'organiser les élections et les référendums dans le pays puis les partis politiques dont les activités étaient déjà suspendues en février dernier. À la suite de cette décision, le haut-commissaire de l'ONU avait notamment déclaré, je cite, que ce n'était pas un pas dans la bonne direction pour les droits humains du peuple du Burkina Faso. Et on termine avec cette actu, il y aura bientôt un concours général des collèges. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey. Ce concours est inspiré du concours général des lycéens qui distingue chaque année depuis 174 les meilleurs élèves dans plus de 40 disciplines. Et concrètement, dès 2027, chaque établissement sera invité à inscrire jusqu'à 10% de ses élèves en respectant la parité filles-garçons dans l'une de ces 5 matières, le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les arts ou le numérique codage. L'objectif affiché ? Valoriser les différentes formes d'excellence selon le ministre. Pour le moment, on sait simplement qu'il s'agira d'épreuves individuelles en temps limité sur une date fixée. Par ailleurs, Édouard GEF est revenu sur l'opération Collège en progrès qui concerne près de 800 établissements où plus de 40% des élèves ont moins de 20 en français et en maths au brevet. Les enseignants seront formés dans les domaines qu'ils souhaitent, les aides financières augmenteront et les équipes d'assistants d'éducation seront renforcées. Merci beaucoup Blanche pour ces actus, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.